elles sont décédées. Leurs œuvres sont là et revivent parfois sur nos écrans et parfois également au poste récepteur, mais oubliées dans la mémoire collective. Aucune journée, aucun monument, aucune activité pour pérenniser leurs œuvres. Nos stars, après la gloire, sombrent dans l'oubli après leur mort. Quelques anniversaires viennent parfois nous rappeler leur existence et rien de plus. C'est le cas par exemple des Bois-Lotines, Manu Dibango, Lapiro de Banga, Francis Bébé, Anne-Marie Ndié, Guy Lobé, entre autres. Où en est-on aujourd'hui avec la pérennisation des œuvres de l'image dans la mémoire collective des figures iconiques de notre culture camerounaise? Nos stars sont-ils condamnées à l'oubli? On en parle dans le débrief de l'actualité de ce lundi en direct sur Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver ce soir encore pour commencer la semaine avec un devoir de mémoire. Nous sommes au lendemain de la célébration du 10e anniversaire du décès de Lapiro de Mbanga, du 9e anniversaire du décès de Guy Lobé et bien d'autres stars de la musique camerounaise. Le panel, je n'ai pas besoin de le présenter. Je ne sais pas, puisque vous l'avez déjà vu sur la page de Canal 2 International et d'autres forums de culture pilotés par l'homme que je vais vous présenter de suite. Il est ingénieur culturel, Wandie Kwakam. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et toi? C'est un plaisir de vous avoir sur le panel du débrief de l'actualité aujourd'hui. Également, lui, il est chroniqueur culturel, expert en propriété littéraire et artistique. Eli Walter Ngambi, bonsoir. Bonsoir Lille. Ça va? Ça va. Toujours avec votre chapeau. Bien évidemment. Votre particularité. Exactement. Et c'est avec beaucoup de plaisir également qu'on reçoit un des fils d'un monument de la musique dans notre pays. Jusqu'à présent, peu importe votre âge, on continue à fredonner ses chansons. On espère qu'il a hérité de cette immense richesse de son papa. On verra tout à l'heure s'il peut fredonner quelques chansons pour nous. Lotine Pommet, fils des Bois-Lotines. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, merci pour l'invitation. Comment vous allez? Je vais plutôt bien. Vous pouvez nous faire un peu des Bois-Lotines? C'est mort. La honte. La honte. Non, c'est pas la honte, c'est que déjà papa me disait que je chantais comme un crapaud. Donc, il fallait aller pour pousser un peu une petite chanson. Non, j'ai essayé, ça ne marche vaut pas. la peine, Oh là là, je viens En fait, à un moment, il faut savoir reconnaître ses limites. Même, tu m'aimes pas un petit... Pourtant, il sait que je viens de la guitare. Ah là 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 là, la Je suis guitare. instrumentiste, je suis pas vocaliste. Ah là là. Lui également, c'est un filleul de Lapiro de Banga qu'on a célébré sur Canal 2 International à travers un grand programme piloté par le directeur de l'information, Rodrigue Tongue. Il a d'ailleurs participé avec un témoignage. Lui, c'est Fisseux Tchatchouan. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, merci pour l'invitation. Au moins, vous n'allez pas nous faire un petit truc à la Eboilotine un peu. On attend du Lapiro de Banga, vous pouvez un peu fredonner quelque chose? Vous prenez le cours, mais je vais essayer. Bimba oui, bimba oui. This mutumu na help dedicated for all my country when they for war for all kankan nangai. Yes, for all my own people when they vote for joie for ça, ça même on a teme, on a beaucoup sep dans le corps, on a sakadaso because they go mandat de bolo indinga man de very. Oh, bravo. Merci. Lotine, on va faire des cours ensemble. Hein. Voilà. Après ce programme, on fera, parce qu'au-delà de l'instrument, il faut quand même pousser la chansonnette. On a vu nos stars également pousser de la chansonnette après l'instrument. C'est une affaire de talent. Sont là pas. Alors la thématique centrale, c'est donc la culture au Cameroun, les stars condamnées à l'oubli, avec un gros point d'interrogation. Je commence par vous, Ouandier. Ça fait exactement 10 années que Lapiro de Banga est parti, 9 ans que Guy Lobé est parti, et bien d'autres stars de la musique au Cameroun. Jusqu'à dimanche, on va fêter les 4, enfin célébrer, commémorer les 4 ans de la disparition de Manu Dibango. Tout à fait, Manu Dibango. À ce moment précis, tel qu'on pleure nos icônes au Cameroun, c'est satisfaisant pour vous? On ne peut pas être satisfait. On ne peut certainement pas être satisfait parce que sous 3 angles au moins, il y a des responsabilités et on a du mal à les percevoir. C'est-à-dire que déjà, si on regarde un peu dans les pays industrialisés, là où il y a une industrie musicale qui est bien structurée, souvent on voit les premiers ayants droit, ne serait-ce que la famille,
se mobiliser, se structurer autour de diverses entreprises. Souvent, quand c'est bien fait, l'artiste lui-même, avant de mourir, a créé des entreprises qui ont pignon sur rue. Il y a de bons exemples de Michael Jackson à Bob Marley, en passant même par Fela pour être plus proche de nous. Et en dehors de la responsabilité de la famille, ceux qui sont les héritiers, il y a aussi les ayants cause. Des fois, quand c'est des musiciens, par exemple, il y a des contrats avec des éditeurs. Derrière, on peut continuer une collaboration, que ce soit un éditeur musical tout court ou un éditeur phonographique, des gens qui permettent de commercialiser les œuvres. Mais aussi, il y a les médias. C'est un peu comme on a vu justement une très bonne initiative prise de la part de Canal 2. C'est aussi la responsabilité des médias de travailler sur la mémoire collective. Et c'est même, je pense que je ne travaillerai pas un secret en disant que c'est même l'un des détonateurs de cette émission. C'est ça qui nous a donné envie de venir ici. On s'est dit que si Canal 2 prend ses responsabilités, il faut accompagner Canal 2. Et oui, il faut que les médias se souviennent qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'il faut entretenir une mémoire en accompagnant les familles. Et enfin, il y a les pouvoirs publics, parce que tout ceci ne peut pas se faire sans un contexte. Il y a un contexte qui doit être mis en place par les pouvoirs publics, que ce soit, quand je dis les pouvoirs publics, ce n'est pas que le ministère des Arts et de la Culture, le ministère de la Communication, c'est eux qui régulent les playlists, le ministère du Tourisme, c'est eux qui s'occupent des destinations Cameroun, et les collectivités territoriales décentralisées, qui concernent par exemple les passions socioculturelles des artistes. Donc c'est quand même dommage que je prendrai des exemples comme ça pour finir. L'exemple d'Ali Baba qui nous a quittés il y a plusieurs années. C'est quand même quelqu'un qui est issu du Septentrion et on n'a pas le sentiment que les conseils régionaux ou bien les conseils municipaux se souviennent que l'un de leurs fils a rayonné au Cameroun et au-delà. D'accord, puisqu'on a la chance d'avoir un fils de monument sur ce plateau, Lotine Pommet. Depuis que papa est parti, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous sentez qu'il est célébré à sa juste valeur? Célébrer. Pour dire vrai, les années qui ont suivi, juste après, le souvenir était encore vivace. Donc, même si on n'attend pas forcément un anniversaire dans les médias pour passer sa musique, on ressentait cette journée hommage, le jour de sa disparition, le 6 octobre, à la radio très régulièrement, parfois aussi à la télé, par des reportages, des choses comme ça. Mais comme nous aussi, on a un peu arrêté les efforts, parce qu'il faut dire que depuis 2010, on avait pris des choses en main. Et j'espère qu'on va revenir sur les choses qui nous ont fait arrêter. Je ne ressens pas qu'il y a des gens qui épousent vraiment cette commémoration. C'est-à-dire, si les ayants droit ne se lèvent pas pour dire, voilà, on va faire quelque chose, rien n'est fait. Mais il y avait des promesses qui avaient été tenues lors des obsèques par des associations, par le gouvernement. Et est-ce qu'aujourd'hui, ces promesses ont été réalisées, tenues, ne serait-ce que même à 90%? Non, il faut que je dise la vérité quand même. Tant mieux, vous aurez raté mémoire. Avec quand même tenu pendant très longtemps à rendre un devoir de mémoire en organisant une série de concerts en hommage à Eboa Lotine. On a eu certains de ses proches qui ont voulu garder l'anonymat, ses amis, qui nous ont approchés, qui nous ont soutenus financièrement pour les études, parce que papa meurt, il faut quand même dire, j'avais 14 ans. Ouais, voilà, ça va faire 27 ans aujourd'hui, donc bientôt 30 ans, donc ça remonte à très loin. Et il faut dire que s'il était vivant, il aurait 91 ans. Donc vous voyez, sa génération, ils sont tous partis pratiquement. Donc c'est autant de choses qui font qu'on comprend un peu. Même si son œuvre traverse le temps et les époques, ses amis sont comme lui, ils partent aussi. D'accord. Et on est dans un pays, malheureusement, où on a une population qui oublie. On oublie tout, on oublie tout le monde. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais on pense que tout le monde mérite de disparaître. Ce qui est un peu triste, Ficheux, il y a que ces artistes-là, et ce sont quand même des personnes qui ont porté haut le vert rouge jaune pendant toute leur carrière. Et à un certain moment, lors de leur décès, soit de façon tragique, brutale, etc., il y a
tellement de témoignages pendant les obsèques, pendant les veillées, chacun prend des engagements. Est-ce que aujourd'hui, avec le cas de la Pirone Banga, vous avez l'impression que quelque chose a bougé? Nous sommes au 10e anniversaire. Est-ce qu'il y a une stèle? Est-ce qu'il y a un rendez-vous? Ou alors c'est parce que c'est le 10e anniversaire qu'on en parle? Bien, le cas de la Pirone Banga, qui est le prétexte de cette émission, est emblématique de la construction de l'oubli dans notre pays. Et cette construction de l'oubli est tributaire d'un environnement. C'est impulsé déjà par le sommet de l'État, par l'appareil gouvernemental, qui devrait en principe entretenir la mémoire à travers certains dispositifs. Maintenant, les familles ne vivent pas suspendues sur un tronc d'arbre. Les familles ont été infectées par ce fléau, ce syndrome de l'oubli. Du coup, parfois même, ceux qui sont en charge, en fait, ceux vers qui, de qui on peut soupçonner quelques réponses, quelques prises d'initiative sont à l'arrêt complet, jusqu'au jour peut-être il y a à l'anniversaire d'un décès, ils se réveillent. Bref, c'est des initiatives par coup. Cependant, il y a d'autres qui bossent, qui pensent à faire quelque chose, mais tant que les héritiers, déjà, ne sont pas en capacité de pouvoir penser, initier, s'ils ne sont pas formés, s'ils ne sont pas outillés pour comprendre même les enjeux, pour comprendre l'importance de l'entretien de la mémoire, de la pérennisation de la mémoire, ça pose déjà problème. Et puis, la qualité de l'entourage des héritiers aussi peut poser problème. Du coup, parfois, dans les familles, il peut se trouver qu'il y ait des soucis entre les héritiers déjà. Et ça peut détonner, ça peut... aller même sur le plan national. Oui, bien sûr, ça peut empêcher à certaines initiatives de se déployer sereinement. D'accord. Mais Elie Walter, aucune société ne peut se bâtir en oubliant ces figures emblématiques. Parce que vous avez du Jean Bikoko Aladin, vous avez Charlotte Bango, Ali Baba et Kambi Brillant et Boalotine, toutes ces grosses figures qui sont aujourd'hui des emblèmes du Cameroun. Comment une société arrive à oublier ces figures-là? Est-ce qu'il y a une explication qu'on peut donner ou qu'on pourrait donner à cela? Peut-être je vais un peu voguer à contre-courant pour dire que ce n'est pas forcément que ces icônes, ces personnalités emblématiques ont été oubliées en tant que telles. Parce que, comme le disait tout à l'heure Pomélotine, concernant précisément son géniteur, l'immense artiste qu'il était, aujourd'hui encore, on continue à écouter sa musique. Donc ça veut dire que, quelque part, sa mémoire est vivante. Sa mémoire est vivante à travers ses œuvres. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a une absence de célébration officielle, ou tout au moins à travers des initiatives qui mettraient suffisamment en exergue la mémoire que ceci représentait, et de sorte à pérenniser dans la mémoire collective ce qu'ils ont pu représenter pour le Cameroun. Donc c'est ça le vrai problème, c'est qu'on ne les célèbre pas assez ou comme il faut pour que le commun des Camerounais puisse toujours se souvenir. Mais pourquoi on ne les célèbre pas? Puisque ce sont des personnes qui ont marqué notre histoire, ce sont des personnes qui ont porté le drapeau au firmament même. Donc aujourd'hui, quand on parle même de Makossa à l'échelle internationale, c'est parce qu'il y a eu des précurseurs qui aujourd'hui ne sont plus là et qui nécessitent, même pour la nouvelle génération, de pouvoir avoir cette histoire de ces icônes-là. Malheureusement, si on cite les deux dont il est question ici, on oublie tellement beaucoup d'autres. Ne serait-ce que ceux qui ont été précurseurs de Makossa, et pour ne parler que de la musique, que dire des autres domaines d'expression artistique où beaucoup sont partis déjà dans l'anonymat total. Même aussi. Aujourd'hui dans encore, une précarité extrême aussi. Peine à conserver ou tout au moins à célébrer leur mémoire. Donc je pense que ça tient à plusieurs causes. Et pour rejoindre ce que disait Urez tout à l'heure, il y va de soi que l'État a un rôle prépondérant à jouer, c'est-à-dire que, comme ça se fait dans d'autres pays,
pour ne citer que l'exemple de la France, qui nous sert très souvent de référence, il y a déjà ce qu'on appelle le Panthéon, qui est une sorte de boîte, ou je veux dire d'institution, de temple de la mémoire, de la renommée, auquel on inscrit des personnalités qui ont marqué l'histoire de la France ou qui ont honoré la France à travers les œuvres. Et donc ainsi, on remarquerait que parmi les personnalités qui sont inscrites au Panthéon, en France, pour beaucoup, ce sont des artistes, ce sont des stars. Oui, parce que ce sont des artistes qui donc, portent... si déjà au Cameroun, jusqu'ici, on n'a pas de Panthéon, 60 ans après les indépendances, avec tout ce que le Cameroun a pu offrir au monde en termes de figures emblématiques, c'est dit que ça nécessite d'être corrigé. Maintenant, au-delà de ça, il n'y a que ceux qui doivent prendre l'initiative de cette célébration, au-delà de l'État, qui doit trouver les moyens de pouvoir célébrer ces personnalités-là, c'est notamment ceux qui sont ayant droit ou ayant cause, comme le disait Wadjo tout à l'heure. Ayant droit, ce sont les enfants. Ont déjà du mal à supporter la disparition, puisque c'était plus l'enfant de la famille, c'est l'enfant de l'État. Et quand il jouait sur le plan international, ce n'est pas le papa de Bomé qui jouait, c'était le fils du Cameroun. Donc là, il faut une initiative gouvernementale. On est d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, pour le cas sportif, on a Bapélepé. Par exemple. C'est la volonté. La commune, ou du moins la mairie de la ville de Douala, qui a fini par le célébrer par un monument qui lui est consacré, en plus de ce que l'État du Cameroun, à travers, je crois, le ministère des Sports, et au-delà, la présidente de la République, parce que c'était une décision de la présidente de la République, lui a consacré à un stade où il a joué un nom de baptême. Mais que dit de Manu Dibango et de tous les autres? Je vous fais bien de parler de Manu Dibango. Il n'y a pas d'initiative pour les célébrer. Et maintenant, au sein des familles qui sont détenteurs de leur mémoire, de leur image, de ce qu'ils ont pu représenter, on ne voit pas non plus d'initiatives qui sont prises. Ouais, on fait bien de parler de Manu Dibango. Depuis qu'il est décédé, justement, ça a rallongé la liste avec d'autres figures emblématiques. Est-ce que ce n'est pas le fait aussi qu'on dit l'artiste ne meurt pas, qu'on a laissé tout? On se dit, bon, écoutez la musique, un peu comme disait, écoutez la musique et puis ça reste dans vos esprits, basta. Bon, j'avoue qu'il faut peut-être aussi regarder le côté intérêt. C'est vrai que, avant de revenir sur le cas Manu Dibango, par exemple, qui, de mon point de vue, est un peu différent des autres, je pense que quand il y a quand même des intérêts assez importants, ça pousse les gens à s'engager. Pour préparer l'émission, je me suis intéressé, puisqu'il sortait un peu du cadre de la musique, au cas Picasso. Déjà même pour l'époque, on parlait du plus grand héritage de tous les temps qu'il laissait. Et justement, il se trouve qu'il a légué une partie de ce qu'il a pu constituer comme patrimoine à l'État français, parce que c'était quelqu'un qui était d'origine espagnole. Et puis, le reste à la famille, il y a eu beaucoup de bagarres et finalement, ils ont dû désigner un exécuteur testamentaire qui, ils appellent ça aujourd'hui l'administration Picasso, et qui répartit un peu ce qu'il gagne. Mais même après ça, il y a quand même des bagarres. Mais je veux dire, au moins, le fait qu'il y ait un intérêt déjà, qu'il y ait de l'argent, qu'il y ait quelque chose, un beefsteak où les gens vont se battre, ça oblige un peu tout le monde à aller par exemple au tribunal, des choses comme ça, pour voir clair. Ça devient de la marchandise alors? Oui, répartir la responsabilité. La question que tu poses est pertinente parce que chez nous les francophones, excusez-moi de dire ça comme ça, on a tendance à penser que la culture c'est quelque chose de sacré. Alors que dans le système anglo-saxon, ce sont des produits marchands comme des autres. Si on considère ça aussi comme ça, quand on parle de l'héritage de Bob Marley, on voit le côté colossal, je crois, on parle de 60 millions de dollars qu'il a laissé, mais derrière, 30 millions, pardon, qu'on a fructifié. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Mais nos artistes, parfois, ces figures-là meurent dans l'anonymat, de façon brutale. Ils n'avaient même pas de quoi. C'est ça qui fait justement la différence de mon point de vue. Pour les cas, parce que j'ai essayé de lire tout à l'heure, l'expression qui m'est souvent revenue, décédé de suite de longues maladies. C'est ce qui me revenait souvent. Quand je prends le cas d'Ali Baba, je ne me rendais pas compte qu'il est décédé à 41 ans. 41 ans, c'est jeune. Et on disait qu'il avait une insuffisance rénale depuis les 10 ans. Donc entre 31 ans et 41 ans, il a souffert, mais il a encore fait quelques albums et il est mort dans l'indigence. Sauf que, justement, il faut maintenant des gens qui ont une certaine expertise pour pouvoir fructifier ce patrimoine. Parce qu'il y a un patrimoine qui existe,
qu'est-ce qu'on fait de l'œuvre d'Ali Baba, par exemple? Il n'était pas que musicien d'ailleurs, il était aussi plasticien. Ces musiques peuvent accompagner des films, ces musiques peuvent être reprises, des synchronisations, les spots publicitaires. On peut faire beaucoup de choses avec son œuvre, les produits dérivés. Tout à l'heure, on en parlait en offre. Chez les Marley, ils sont allés. Pourtant, ils sont censés des Rastas. Ils sont allés jusqu'à avoir même une bière Marley. Ils font tout avec une opération marketing. Avec les marques. Et ça rapporte. Je pense que si on prend les choses aussi de ce point de vue-là, ça permet de pérenniser la mémoire. C'est-à-dire, le fait de... Je dis souvent que l'argent régule tout. Le fait de tout faire. Il a dit que quand son papa est parti, il avait 14 ans. Donc, s'il y avait des gens, s'il y avait des amis... Il a payé son école, justement, s'il y avait des amis de son papa, oui, au-delà de ce côté, j'appelle ça souvent le mécénat social. Si les gens s'étaient consacrés au mécénat d'art en tant que tel, au mécénat culturel, ils auraient aidé les enfants à constituer une fondation. Peut-être le temps pour moi vraiment de lui... Est-ce que vous avez eu des personnes qui sont venues vers vous pour essayer de pérenniser la mémoire de papa avec des projets, avec, je ne sais pas moi, une idée pour vous permettre de pouvoir laisser une empreinte à la nouvelle génération? Est-ce qu'il y a eu ça? On a eu des gens, oui, mais c'est des prédateurs. Ah là là. C'était des prédateurs. Il y a quelqu'un qui nous avait proposé 11 millions pour acheter les bandes. Donc, les bandes. Donc, il devenait producteur des masters. Le catalogue, voilà, 11 millions. On lui a dit, de francs CFA, on lui a dit, ok. De francs CFA, on lui a dit, laisse tomber, tu sais pas de quoi tu parles. On est en train de parler de Déboilotine quand même. Et, avec tout ce répertoire. En 95, papa avait signé avec Touré la distribution, la distribution exclusive pour les CD. D'accord. Il s'est autoproclamé éditeur après le décès de papa et depuis il continue à piller le catalogue. Il faut que je dise les choses comme elles sont. Wow. En 2009, nous nous sommes mobilisés en tant que Succession et Boilotine pour faire un coffret collector. Nous avons requis le soutien du ministère de la Culture. À l'époque, c'était Mme Amatou Toumouna, qui nous avait promis 6 millions qu'on n'a jamais reçus jusqu'à aujourd'hui. La seule facilité qu'on a reçue de l'État, c'était faire appel, je crois, à la convention de traité de Nairobi pour l'exonération sur les produits culturels au niveau de la douane. Mais on a quand même dû payer les frais d'exécution en machine. Mais on n'a pas payé ce qu'ils demandaient. Donc ça, c'était une grâce, je vais dire ça quoi, de Mme Libom Lilikeng qui était à l'époque à la douane. À la douane. Voilà, c'était une grâce de sa part à l'époque. C'était M. Bendegué qui était délégué à la culture. Donc ça c'était en 2009 quand on sort le coffret collector pour le littoral. Donc ça c'est la première initiative qui a été tuée par Ruben Binam de Culture Bois, puisqu'on faisait du dépôt-vente. Jusqu'aujourd'hui, il nous doit 6 millions de ventes qu'il n'a jamais reversé. C'est ce qui a tué le projet du coffret collector en 2011. Donc il y a des personnes qui exploitent jusqu'à présent l'œuvre de votre père. De façon totalement illégale. Et vous n'avez pas de démarche, parce que vous avez parlé d'Aladi Touré, qui est encore là et qui nous regarde. On a réussi à faire une requête en France auprès de la SACEM, de la SNA, pour qu'il arrête de fabriquer, puisque les droits de reproduction mécanique, même il ne les versait pas. Et il ne respectait pas le contrat sur les royalties, qui était totalement du dol, c'était du n'importe quoi. Papa lui a fait confiance, mais il a abusé de cette confiance-là. Et papa a dénoncé ce contrat avant son décès, chose qu'il a niée, jusqu'à l'avouer ensuite devant l'avocat auquel on avait fait appel et qui était un ami de papa, Maître Ndoki, Dikoumé, donc chez qui on a eu à discuter et à présenter les documents avec les sommations d'arrêter d'exploiter son œuvre en dénonçant le contrat. Et le fait que papa soit décédé, on lui a dit ok, maintenant on renégocie en tant qu'ayant droit. Il a tourné en rond et il continue à courir. Je sais pas. Et jusqu'à présent, alors quelle est la situation actuelle? Est-ce que vous avez vu le ministère de tutelle pour essayer de trouver... Le ministère de tutelle, actuellement, son Excellence, M. Bidoumpat, on ne l'a pas encore rencontré. On a quand même pu rencontrer le professeur Edimo, qui nous a très bien reçus quand on a présenté la réédition de l'Uguay régional. Voilà, quand on a fait la réédition, donc on doit normalement monter voir le ministre pour voir, parce que normalement on doit faire 3 volumes comme celui-ci. Et on a aussi fait un petit livret autobiographique, extrait de l'émission Le Portrait de Roger Moindou. Peut-être la caméra va venir me chercher ici pour présenter à la CRTV. Donc voilà, ce que nous, au niveau de la succession, on essaie de faire depuis 2009, où on a été, je veux dire quoi, escroqué par Ruben Binam du Macaz. En 2011, on a arrêté la production. Donc là, on a dû aller reprendre des forces, moi, à travers mon entreprise, Lotin Corp. Maman, à travers sa petite activité de logistique événementielle, on s'est cotisé pour commencer à rééditer les œuvres.
Et le gros combat qu'on a actuellement, c'est au niveau de la distribution digitale, puisqu'Aladji Touré s'est presque tout accaparé en se prétendant éditeur. Donc ça, c'est un gros travail auprès de Spotify, auprès de Apple, auprès de Amazon pour récupérer tout ça, retirer. Est-ce que vous avez rencontré Aladji Touré lui-même parce qu'il est là, hein, il nous écoute. Moi, je l'appelle pas Aladji Touré, j'appelle Tonton Touré parce qu'il m'a vu grandir. On a discuté. Parce que là, c'est grave ces accusations. Non, la dernière discussion qu'on a eue, il était supposé venir solder ce qu'il nous devait. D'accord. Il y a 7 ans. D'accord. Il n'est jamais repassé et quand je l'interpelle même par les réseaux sociaux, il n'y a pas de réponse puisque je n'ai pas son numéro du Cameroun. Donc, il peut venir avec des preuves contradictoires s'il les a. D'accord. Mais il nous doit à la succession Eboalotine énormément d'argent. D'accord. On espère qu'on aura Aladji Touré parce que il est là, voilà. hein, il ne se cache pas et on le voit un peu partout. On espère que d'ici là, les choses iront. Est-ce que c'est le cas au niveau voilà les réalités. Oui, ce sont des réalités et ça fait mal d'entendre ce genre de discours. Une figure qui disparaît et ses œuvres, au lieu de régénérer des fruits, peut-être pour le bien de la famille et même de la communauté, ça se retrouve dans des situations assez complexes et compliquées, dans des procédures et tout. Est-ce que c'est le cas pour la Piro Mbanga, puisqu'on continue à exploiter ses œuvres? Est-ce qu'il y a des endroits comme vous se retrouvent également contournés par soit des personnes véreuses? Bien, le cas de la Piro Mbanga, c'est un cas atypique. Un cas atypique, les enfants des Boalotines sont outillés. Ça se voit, ça se sent, ils sont outillés. Ce sont les principaux ayants droit, dont les héritiers. Chez la Piro Mbanga, c'est un peu plus complexe. Donc, fort heureusement, enfin... On ne pille pas ses œuvres, il n'y a pas quelqu'un qui est derrière en train de mettre, de surexploiter ses œuvres. Jusqu'à ce que j'entre dans ce studio, nous ne sommes au courant de rien. On ne sait rien, personne ne sait ce qui se passe. Personne ne sait ce qui se passe, les enfants ne savent rien. Je disais que c'est enfin samedi, le 16 mars, que ces enfants, 10 ans plus tard, parce qu'ils étaient tout jeunes, quand pour certains, quand le papa décédait, pour la première fois, ils se sont recueillis. Ils ont pu organiser au moins un recueillement. Je parle des orphelins de la Piro Mbanga, je précise bien. Un recueillement, 10 ans plus tard. Bon, ils ont pourtant une famille paternelle, maternelle. À ce moment-là, est-ce que l'État peut aussi, si déjà dans le carcan familial, on a du mal à pérenniser la mémoire de celui qui était comme le noyau central, combien de fois au niveau national? Donc, disais-je, en ce moment, les enfants ils ont quelques initiatives qui en gestation. Ils se sont entourés de plus d'une personne, moi avec. Et il y a des initiatives dans ce sens pour aller dans le sens des héritiers de Boalotine. Oui, pour travailler et perpétuer les œuvres de leur papa et puis développer des initiatives pour la pérennisation de sa mémoire. Elie Walter, vous avez des enfants qui se battent pour garder la mémoire de leur papa et on vous dit qu'il y a des personnes qui torpillent ce travail-là. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'ingratitude aussi? Bon. Est-ce que ce n'est pas cet univers d'ingratitude, de la reconnaissance de nos talents qui amène les uns et les autres de se lever un matin? Parce que normalement, si c'était structuré, un peu comme on disait dans d'autres pays, un lambda ne se remettre là en train d'exploiter ou sous-exploiter les œuvres d'une icône. Parce que là, ce n'est plus Eboalotine de la famille. Eboalotine, c'est Eboalotine du Cameroun, c'est la Piro Mbanga du Cameroun, c'est Manu Dibango de la planète. Ben, je pense qu'il faut distinguer ici deux ou trois choses. La première chose, c'est tout ce qui est mémoriel, c'est-à-dire que tout ce qui participe justement à célébrer, à rendre hommage à la mémoire de l'illustre disparu. Ça peut être des événements, ça peut être n'importe quoi qu'on peut organiser autour de cette célébration-là. Et l'autre aspect, c'est celui de la gestion du patrimoine qu'il a laissé, qui est un patrimoine à la fois matériel et immatériel. En l'espèce, puisque nous sommes dans le domaine de la culture et des arts, c'est un patrimoine à la fois matériel et immatériel qui est constitué d'œuvres qu'il a laissées, mais également d'une image qui a subi ou qui est porteuse d'un certain nombre de valeurs. Donc, maintenant, il se trouve que
Pour gérer notamment le patrimoine... Il faut parler, je vous vois avec trop de prudence là. Vous avez peur de lâcher. Pas du tout. Il faut lâcher. C'est pour ça que tout. cette émission existe. Pas du tout. En fait, je vous vois là tourner et retourner. Je prends le... Comment on dit ça encore là? L'élan. L'élan. Voilà. Non, allez-y, il ne faut pas prendre l'élan. Faites tout de pointe. Oui, allez-y. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand on parle de gestion de patrimoine, et quand on parle des questions de patrimoine, on est dans le domaine du business. Il s'agit des affaires. Tout à l'heure, il a cité des exemples sur d'autres cieux. Il est évident que ce que génère le patrimoine de Michael Jackson, le patrimoine immatériel, c'est-à-dire les œuvres de Michael Jackson, ça ne génère cela que parce qu'il y a des gens qui font du business derrière. Que ce soit que sa famille, ou au moins ses successeurs, pas forcément avec l'accord, que ses successeurs soient impliqués. C'est pareil également pour Picasso, dont je connais assez bien aussi le dossier. Que ses successeurs soient impliqués ou non, il y a du business qui est fait. Et en matière de business, on ne s'accommode pas toujours des questions de sentiments, ni de ce que, bon, voilà, l'héritier est là, vraiment. On n'avait pas aussi fait la mafia sur le dos des enfants. Si c'est de la mafia qu'il s'agit, c'est clair que c'est à dénoncer. Voilà. Mais c'est pour dire que quand on parle de business maintenant, tout dépend des arrangements qui sont pris à la base. Que ce soit en amont, par le défunt lui-même de son vivant. J'imagine que dans le cas qui nous est présenté ici par Pomel Otine, c'est des arrangements qui sont pris en termes contractuels, concernant les questions d'édition de ces œuvres, ou de distribution de ces œuvres, ou de production de ces œuvres. Et en la matière, il y a un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte, dont héritent ses successeurs en termes d'actifs ou de passifs. Et donc, tout cela fait que on peut crier au loup, désigner tel ou tel de quelques noms que tant que moi, je n'ai pas tous les éléments de cette affaire, je ne peux pas me prononcer en faveur de l'un ou de l'autre. Oui, mais justement, si tu me permets, justement pour chuter, c'est là où je voulais en venir, c'est que ce qu'il vient de dire là, c'est là la clé. C'est-à-dire que toute affaire qui entraîne un litige ou qui devient un litige ou un contentieux doit être traitée par un tribunal, doit être soumis à une autorité judiciaire. C'est aussi bien d'en parler pour que les Camerounais puissent savoir très souvent, c'est qu'on se plaint quand on n'a pas fait toutes les démarches qu'il faut. Ce n'est pas un enfant que vous avez en face de vous. Comme ils sont au tribunal, c'est une très bonne chose. Parce que derrière cela, les décisions qui vont être prises. Eli Walter, c'est bien compris. Toujours est-il que c'est un grand garçon, il sait exactement de quoi il parle, c'est sa famille, c'est son papa, ce sont les œuvres de son papa. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, on a quand même eu des grands noms? On aurait pu avoir une journée mondiale des icônes, par exemple, ou le Panthéon, dont on parlait tout à l'heure, ou nous-mêmes, la nouvelle génération. Il y a plein de jeunes qui ne savent, même des artistes de la nouvelle génération, qui ne savent rien du tout de l'histoire de ces monuments-là et qui, à travers une journée, à travers un Panthéon, pouvaient avoir d'autres informations. Pourquoi c'est si difficile d'implémenter cela, puisque la culture est le centre de tout dans un pays? Bon, c'est vrai que si on veut commencer par le sommet, à force de toujours politiser les choses, on perd de vue l'essentiel. Il y a un décret du Premier ministre qui date de 2016, je crois, qui transfère un certain nombre de prérogatives du ministère des Arts et de la Culture aux collectivités territoriales décentralisées. C'est important. On a quand même 360 mairies au Cameroun, communes d'arrondissement. On a quand même 14 mairies de ville. C'est pas rien. Et on a aussi 10 conseils régionaux. Je pense que c'est un arsenal qui devrait suffire si chacun prenait ses responsabilités pour qu'on ne se retrouve pas dans ce genre de situation. Je prendrai un exemple en Jamaïque pour revenir sur le cas de Bob Marley. Le jour de sa naissance, c'est le Bob Marley Day. C'est un jour qui est férié chez eux. Et en dehors de ça, il y a la cause qu'il portait, qui est le reggae. Le reggae, le reggae qui a sa journée aussi, l'International Reggae Day, qui se célèbre le... Il y a plusieurs déclinaisons autour. Le 1er juillet. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que si le reggae, par exemple, aujourd'hui est au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce n'est pas le cas du Makossa. Pourquoi ce serait le cas de la rumba et ce ne serait pas le cas du Makossa? Est-ce que même, j'ai envie de dire, la question que je pose souvent, est-ce que c'est même porté au niveau national comme
comme une cause, le Makossa. Donc je pense que oui, il faut déjà qu'au niveau des pouvoirs publics, et ici c'est pas que le ministère de la Culture, c'est les collectivités territoriales décentralisées, il faut qu'elles prennent les choses par la chemise, parce que c'est important aujourd'hui de transmettre un peu ces valeurs-là. Je prendrai juste un exemple. On parlait tout à l'heure d'un artiste, je pense qu'il est passé, ou bien il va passer tout à l'heure, Minx, le hip-hop. Le hip-hop, c'est une musique de recyclage. Si vous regardez un peu ce qui se passe un peu partout, on s'appuie beaucoup. D'ailleurs, c'est même pas que le hip-hop, ça vient du hip-hop. Même dans l'afro-pop, vous allez voir ça. Vous allez voir que les Nigérians se sont beaucoup appuyés sur ce que la génération fait là, pour faire leur genre musical. Donc, justement, chez nous, ici, des fois, on manque même d'inspiration, parce qu'on n'a pas suffisamment écouté les anciens. Et il disait que la mémoire des Boialoutine continue de survivre. Oui, je veux bien, mais c'est trop confidentiel. C'est pour les connaisseurs, c'est pour ceux qui font de la recherche. De temps en temps, parfois c'est quand il y a le buffet qu'on met la musique. Tout à fait. Parfois, quand on veut mettre old school, on met quelques deux. Tout à fait. Et du coup, ça passe vraiment. J'ai même vu une jeune fille camerounaise qui a repris un de ses titres à The Voice. Oui. C'est bien, mais on aimerait que ce soit beaucoup plus disséminé. Quand vous regardez un film américain, depuis que je suis jeune, je regarde un peu, comme tout le monde d'ailleurs, les films hollywoodiens, c'est les mêmes chansons qui reviennent décennie après décennie. Vous prenez un enfant de 5 ans, il va vous dire c'est quoi les chanteurs de soul des années 70. Chez nous, excusez-moi, mais Boialoutine, il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas. On ne peut même pas jouer ces musiques, mais s'il y avait une journée, s'il y avait un monument, un musée, je ne sais pas moi, une statue. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait une conjoncture. Une seconde, s'il te plaît. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait une conjoncture d'initiative. Je prendrai un exemple concret. Aladjine Bikoko a mis sur pied une association qui a finalement fini par trouver le moyen d'ériger une stèle en honneur de son papa à Iseka. C'est déjà intéressant. On appelle ça effort personnel. Hein. Je suis d'accord, mais justement... Pourtant, ce n'est plus le fils de Iseka, c'est le fils de la nation. Je parlais justement de conjoncture d'effort. Et justement, ça permet, je n'ai pas envie de dénoncer, mais j'ai envie de dire que si déjà au niveau de la famille, il y a ça, un peu comme justement les autres tu me parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand la famille, déjà, ce n'est pas toutes les familles qui le font, on pourra en parler, mais quand il y en a qui font déjà l'effort de venir au moins avec ce type d'initiative. Maintenant, il faut aussi qu'il y ait un contexte qu'on met sur pied pour les encourager. Tout à l'heure, il parlait d'exonération dont ils pourraient bénéficier, mais c'est vraiment ridicule. On peut faire beaucoup plus que ça pour quelqu'un qui aime Boialoutine. J'ai envie de vous dire, avant d'entrer dans l'émission, je me suis un peu renseigné, mais c'est une figure toujours célébrée jusqu'aujourd'hui au Congo. Mais oui, toujours, puisque quand vous arrivez hors du pays, on vous prend des exemples toujours avec cette ancienne génération qui continue de marquer l'histoire. Que ce soit Brazza ou Akin, au départ, je me présentais comme le fils des Boialoutine. Personne ne connaît Boialoutine au Congo. Brazza au Congo-Kinshasa. Ils connaissent Eboalotin. Donc quand j'ai dit Eboalotin, tout le monde voulait faire un selfie. Donc aujourd'hui, on le connaît toujours. Donc pour revenir aussi, parce que parfois quand je parle, on a l'impression que rien n'est fait. Ok, déjà à la suite du décès de papa, il y a la famille Nobiono qui a pris en charge notre éducation, financer l'éducation, payer l'école, payer les fournitures en entier. Pendant 2 ans avant que la famille du pater aille foutre le bordel. Excusez-moi. Et ça a un peu cassé cette relation-là, mais heureusement, c'est de grandes personnes qui ont compris ce qui s'est passé. Ils n'ont pas voulu trop s'immiscer dans les histoires de famille et ils nous ont fait comprendre poliment que ça n'a rien à voir avec nous. Ok, mais les relations restent cordiales. Ok. En 2009, quand on lance la première édition de Boialoutine Family and Friends, qui était une série d'événements qui était censé pérenniser l'œuvre et la mémoire des Boialoutine, on s'est rapproché de beaucoup d'institutions qui ont eu à financer, sponsoriser les concerts de Tom Yoms, qui nous ont tourné le dos à nous quand nous sommes venus en tant que famille. Et on a donc dû créer une entreprise, et même malgré là, ça n'a pas fonctionné. C'est compliqué. Il n'y a que la ville de Douala, à travers la communauté urbaine de Douala, qui nous a prêté main forte depuis la première édition. Exonération sur les panneaux publicitaires pour la communication, mise à disposition d'espaces, des choses comme ça. Ils sont allés plus loin. Le conseil régional a voté pour avoir une rue Eboaloutine et une place Eboaloutine dans la ville de Douala. On a une décision signée du conseil régional. Donc ça, c'est de grandes victoires et ça, c'est ce que la ville a fait pour son fils. Vous comprenez un peu, mais au niveau national, il y a... Et comment vous vous sentez quand vous regardez, quand vous êtes seul dans votre coin et que vous regardez ce qui se passe ailleurs et avec tout ce que papa a eu à faire pour faire briller le cas, vous n'avez pas mal? Comment vous vous sentez dans votre chair? Est-ce qu'il y a des moments où vous dites pouf? Ça fait mal, puisque quand il y a une volonté déjà, par exemple, de l'exécutif
de la ville de faire des choses et qu'il y a des particuliers, des gens à l'intérieur qui décident de s'asseoir sur le dossier pour l'étouffer, pour qu'ils n'avancent pas, ça fait mal. Et on parlait tout à l'heure d'écosystème, d'environnement. Oui. Si ne serait-ce que le droit d'auteur fonctionnait convenablement, parce que le Cameroun est encore le pays dans lequel les ballottines est le plus joué, Tout à fait. que ce soit en radio, en télé ou Extrêmement en joué. cabaret. Extrêmement. Dans les mariages, alors. On ne se plaindrait pas. Moi, je suis tout jeune auteur. Je viens de recevoir ma fiche seulement du trimestre et j'écris des livres très compliqués qui ne sont pas grand public. Et que je vois ce que je reçois par trimestre en termes de droits d'auteur sur un livre. Et je vois ce qu'on reçoit en contraste pour les ballottines. Ça me fait pleurer. Oh là là. Alors, il y a ce message justement d'une téléspectatrice qui arrive. L'oubli des icônes camerounaises part de la non-existence d'une politique socio-culturelle nationale. La renommée internationale doit avoir un ascendant sur le mérite national, mais dommage qu'on ait réduit tout cela à la recherche première du gain, à la mendicité artistique où il faut se contenter des perdièmes de spectacles ou événements politiques. Conséquence, aucune mesure pour le suivi des œuvres de ces icônes qui, à la mort, partent avec leur talent au grand désarroi du public. Que fait-on des œuvres artistiques musicales, par exemple, suivies sur les plateformes numériques et censées générer des fonds? Les familles en bénéficient-elles? Que fait l'État pour la pérennité ou la pérennisation de ces œuvres-là? C'est un message de Joyce depuis Yaoundé qui fait quand même l'état des lieux. On comprend que le mal est profond. Effectivement, le mal est profond. Le mal est profond. Pour rebondir sur ce que disait Henri Lottin tout à l'heure, les familles ont beaucoup de mal à cerner, à maîtriser, les enjeux. Non seulement les enjeux, même leurs droits, à rentrer dans leurs droits. Voilà les héritiers, par exemple, qui vous disent qu'ils se retrouvent dans des situations ubuesques, très compliquées. Je ne vous parlerai pas du cas pathétique des orphelins de la Pirou Mbanga, qu'ils ne savent pas, ils ne savent rien du tout. Surtout qu'il était tout petit. Hein. On ne sait pas. Bon, c'est depuis quelque temps qu'ils ont pris quelques initiatives, qui se sont entourés par des avocats, tant au Cameroun. Ils ne connaissent pas, en passant. C'est grave, ça. Bon, ben, c'est un cambof. Ils disent qu'ils ne connaissent pas, on n'a rien reçu depuis des années. Ils disent qu'ils ne connaissent pas. Donc, on disait que les orphelins de la Pirou Mbanga se font entourer par des avocats au Cameroun et à l'étranger, où ils sont disséminés, pour commencer à voir clair dans ce qui leur revient de droit. Mais est-ce qu'il n'est pas tard? Ça fait quand même 10 ans, non? Le temps passe, les choses se compliquent, les choses deviennent complexes. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que dans le jeu, c'est un cas atypique. Parce que quand ils décèdent, les enfants sont quasiment, je ne voudrais pas le dire, ce n'est pas élégant de le dire sur un plateau télé, mais ils sont quasiment abandonnés. Voilà. Ça peut faire mal, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et il a fallu beaucoup de temps pour qu'ils se réveillent. Est-ce qu'il y a eu des démarches au niveau de l'administration, ou de la tutelle? Parce que parfois, c'est aussi que bon, chacun reste là dans son coin, comme on disait tout à l'heure. Et il y a d'abord les bagarres en interne. Du coup, s'il y a les bagarres en interne, sur le plan officiel, ça va pas forcément marcher. On va dire, allez vous arranger d'abord entre vous. Parce que si aujourd'hui c'est A qui vient dire non, c'est moi, demain c'est B qui vient dire c'est moi, on va dire autant mieux, allez gérer votre bagarre après et le reste suivra. Mais même dans des familles ou dans des cas emblématiques comme celui de Manu Dibango, où il ne me semble pas il ne nous est pas revenu qu'il y ait des bagarres internes. Pas du tout, au contraire, on attend toujours qu'est-ce que l'État a donc fait? Une journée, de consacrer une journée mondiale. Qu'est-ce que l'État a donc fait? Qu'a donc fait l'État dans ce cas où il n'y a pas de bagarre en interne? Donc c'est un prétexte, c'est un prétexte trop facile pour les responsables étatiques de se défiler. D'accord. Moi, je vais vous demander d'une question directe. La Pirou Mbanga est décédé, Manu Dibango, pardon, est décédé dans des circonstances que tout le monde en connaît. Ça s'est passé de l'autre côté et on a promis. Il fallait faire un deuil national ici. Il fallait faire tout un événement à la dimension de Grand Manu. Jusqu'à présent, on n'a rien. Même pas un communiqué, même pas une note. Même pas un petit message, et c'était peut-être les initiatives de leurs enfants de l'autre côté, mais sur le plan national, parce que d'autres pays ont célébré Manu, hein, vraiment à la dimension de l'homme, mais son pays natal, jusqu'à présent,
dans quelques jours, on va célébrer son anniversaire. Dimanche le 24. Jusqu'à présent, on n'a rien. On va se contenter toujours des discours pour avancer. On va se contenter des promesses qu'on tient quand quelqu'un décède et après on tourne la page. Ben, le contexte dans lequel il est mort est peut-être en partie de rien du tout. Hein. Tributaire de cette situation. Vraiment, non, je ne justifie rien. Ça a été géré là-bas. Maintenant, organisez-vous ici, vous pleurez votre fils. Il est mort dans le... de Covid et dans un contexte où tout de suite c'était le confinement général qui a commencé en Europe et qui s'est étendu au Cameroun et il a été dit qu'on ne pouvait rien faire de public pour lui. Il me souvient. Je dois pas revenir là-dessus. Il me souvient même que je me suis retrouvé impliqué dans un projet où il était juste question d'honorer sa mémoire par un hommage que on nous est tombé dessus. C'est ça qui m'intéresse. On nous est tombé dessus et depuis, bon, rien n'a été fait. Tout au moins, l'État de Cameroun, je crois, c'est soit l'ambassadeur ou je ne sais pas qui, avait été envoyé en France. Je crois que c'était 1 an ou 2 ans après sa mort pour déposer une gerbe de fleurs sur sa tombe, ou du moins là où... Faire les photos, mettre sur Facebook. Bon, maintenant, je pense que la vraie question de mon point de vue qui se pose, c'est qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que les autorités publiques sont censées faire et s'ils doivent faire quelque chose, est-ce qu'ils peuvent le faire de leur propre initiative? Parce que Manu Dibango, sa mémoire, son patrimoine, compris l'engagement. La personnalité qu'il était le ministère des Arts et de la Culture. Au monde, il m'appartient surtout au Cameroun et à l'État de Cameroun, mais il appartient aussi à une famille. Et j'ai eu dit quelque part que l'État, ou du moins les tenants du pouvoir de l'État, ont dit que ce qui peut être fait pour Manu doit être fait en accord avec la famille ou conjointement avec la famille. Trop facile, et que si la famille n'exprime pas le désir ou du moins mais peut-être certains cales, rien ne peut être fait. Avec cette réflexion-là, ça me renvoie un peu en politique. Tout au moins, c'est ce que j'ai eu dit. Je ne suis pas en train de dire que c'est exactement cela. Mais c'est pour dire allez-y, laissez-le. C'est pas projet qui vise à rendre hommage à Manu Dibango, parce que Michel Dibango, fils aîné, a donné une autorisation au photographe Samuel Jacqua, voilà, qui a suivi Manu pratiquement partout pendant plus de 25 ans. Donc là, il va sortir un livre en hommage à Manu Dibango, qui sera suivi d'une exposition photo au Musée national. D'accord. Voilà, donc ça c'est une initiative privée. Ah, c'est privée. Okay, mais qui a reçu l'autorisation de la famille. Et je pense que notre espoir, quand on lançait Boys in Family and Friends, c'est que l'État puisse récupérer de l'initiative, puisqu'on a quand même donné une ligne directrice pour dire, ok, nous on donne l'impulsion, mais faites votre boulot. C'est pour ça que je pose la question. Et on espère la même chose aujourd'hui avec le projet question. Au-delà de ces initiatives, aujourd'hui, quand on parle de Jean Bikoko Aladin, Ali Baba, ce n'est plus les enfants de vos familles, je suis désolée, ce sont les enfants du Cameroun qui ont eu un succès à l'international et qui dans leur pays, quand vous arrivez dans d'autres pays, vous avez des monuments où vous voyez des noms, des hommages, des maillots même, des guitares et tout un musée consacré à ces artistes qui sont partis. Est-ce que est-ce que ce n'est pas temps aujourd'hui qu'on change de politique culturelle pour honorer, pour éviter de tuer pour la deuxième fois nos stars? Non, mais je pense que je vais peut-être voguer un peu en contre-courant. Moi, je pouvais commencer par le dire. Je suis absolument contre le fait que l'État s'accapare de la mémoire de façon exclusive d'une icône. Vraiment, essayons de voir ce qui existe et faisons un comparatif. Je ne pense pas que la mémoire de Johnny Hallyday appartient à l'État français. D'ailleurs, j'ai même un très bon exemple. Il y a le prix du meilleur espoir en matière de cinéma en France est un prix qui est fait avec le ministère de la Culture. Je suis d'accord. Ce prix s'appelait Jean Gabin et Romy Schneider. Jean Gabin pour les hommes, Romy Schneider pour les femmes. Mais à cause d'un désaccord avec la fille de Jean Gabin, le prix ne s'appelle plus Jean Gabin, on a remplacé par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire une petite fille a décidé que vous, l'État français, ce que vous faites là, moi je ne suis pas d'accord, et on a mis ça de côté. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est une conjonction, comme je disais tout à l'heure, d'initiatives. C'est important que les familles nucléaires, je pense que ce qu'il a dit par rapport à Manu Dibango me rappelle un peu ce que le chef de l'État dit souvent par rapport à Aïdjo. C'est-à-dire que si vous voulez des hommages nationaux, prenez vos responsabilités, on va vous accompagner. Lui, moi, je pense que je suis beaucoup plus proche de ce qu'ils font comme initiative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils peuvent facilement dire que voilà ce que nous on fait.
et on n'est pas accompagné. Là, ça a du sens. Mais si vous ne faites rien, vous ne pouvez pas être accompagné. Donc, il faut déjà qu'au niveau des familles, qu'il y ait des initiatives, comme je vois Catherine Jackson, la mère de Michael Jackson, faire avec les enfants. Vous êtes toujours en train d'aller loin, hein. Prenez même les faits, là, attendez, permettez-moi, c'est la fille, je vais le dire clairement, c'est la fille de Fela qui a créé le Felabration. Donc, il faut que les familles et derrière l'État du Nigeria, bien entendu, ne pouvait pas laisser passer une opportunité pareille de marquer la destination Nigeria. Voilà, et Bois-Lotine. Les enfants ont fait, mais personne n'accompagne. Il a dit que la ville, attendez une seconde, allons-y. Il a dit que la ville faisait un accompagnement déjà. Peut-être que ce n'est pas suffisant. Pas sur le plan national. Je suis d'accord. Voilà. Peut-être que ce n'est pas suffisant. Et puis c'est vrai aussi que si on veut un peu rentrer dans leur cas, entre guillemets, malheureusement pour Eboalotine, il est aussi issu d'une grande famille. Parce que son père, même déjà son grand-père, c'était pas n'importe qui. Le pasteur aussi, sa mère. C'est une figure de l'histoire du Cameroun. Donc, oui, il y a déjà ça. Il y a déjà une rue du pasteur aussi, sa mère. Maintenant, il va y avoir une rue. Peut-être que c'est à cause de ça que c'est les affaires du village, on dit ça comme ça, il y a des petits bagarres. mais honnêtement, il faut qu'on donne la possibilité aux familles de se déployer. Et ça commence par, permettez-moi de prononcer quelques petits mots. Par une entreprise. Ça peut être une entreprise à vocation sociale comme une fondation ou bien une entreprise commerciale tout court. Mais si vous regardez les autres empires, c'est souvent des entreprises. Qu'est-ce que vous avez comme projet entrepreneurial et derrière on peut vous accompagner. En attendant, on peut décréter une journée. Ça, c'est du ressort de l'autorité gouvernementale. Décréter une journée qu'à partir de tous les 5. Non, attendez, tous les 5. Les Camerounais qui ont aimé les icônes d'une certaine génération, voici, c'est leur journée. Un peu comme il y a le Mandela Day. Tout le monde, peu importe la famille, tout le monde célèbre. C'est vrai qu'il y a une journée. Voilà. Non, je te prends au mot, tu as raison. C'est vrai qu'au Cameroun, on a un 11 février qui est une journée de la jeunesse. Moi, j'ai fait un peu la Côte d'Ivoire. Je pensais que c'était une journée internationale. Ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. C'est une journée nationale. Oui. C'est vrai que si on a une journée pour la jeunesse, pourquoi pas une journée pour la culture, pour le patrimoine. En Europe, ils ont les journées du patrimoine. Une journée mondiale de célébration du patrimoine. Je parle de Cameroun. On est d'accord. Le Cameroun peut ériger. Effectivement, nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs. Moi, je travaille un peu, pour ne pas dire que je prépare un livre sur ce que j'appelle l'héritage du Makossa. Si vous retracez l'histoire du Makossa, qui n'est pas qu'une affaire de savoir, si vous retracez l'histoire du Makossa et l'impact que derrière le Makossa a eu sur la musique contemporaine tout court, y compris les musiques qui l'ont générée, que ce soit la soul, que ce soit le jazz, que ce soit aujourd'hui ce que les gens appellent la afro-pop, vous allez voir qu'on a quand même quelque chose d'important qu'il faudrait célébrer. Et si on prend juste cet exemple-là, je suis d'accord avec toi, c'est pas normal qu'on n'ait pas une journée du Makossa au Cameroun. Justement, il nous manque quelques minutes pour terminer. Oui, en fait, on parle d'initiatives, des initiatives qui devraient partir des familles. Pour ce que je sais, le cas qui nous concerne, les enfants sont en train de travailler sur un symposium, il y a un ouvrage collectif. Un film documentaire, un vernissage pour la célébration des 10 ans. Et puis, pourquoi pas déboucher, ça se travaille avec un monument. Pourquoi pas. Voilà. Maintenant, on est en train de réfléchir, est-ce que c'est à Douala, est-ce que pour la région du littoral, est-ce que parce que c'est la première Banga, il faut que ce soit absolument en Banga, ça peut commencer d'abord par Banga et puis il y a des réflexions qui sont menées en ce moment. D'accord. Il nous reste moins de 4 minutes. Pour sortir de ce programme, je commence par vous, Eboalotine. Comment vaincre l'oubli et permettre aux jeunes de trouver des modèles auxquels s'identifier pour réussir demain? Ok, tout à l'heure, Walter a dit un truc simple. La mémoire, ça s'entretient. Famille Eboalotine, succession Eboalotine, on n'a pas beaucoup de moyens. Ce truc est sorti, personne n'est au courant parce qu'on n'a pas les moyens de faire la promo. Ça demande pas besoin de promo. À Canal 2, on dit pas besoin de promo. Merci beaucoup, Lille. Donc, c'est disponible à 10 000 au domicile Eboalotine à Aqua. Voilà. Donc, vous pouvez taper mon nom sur Facebook ou LinkedIn, vous me contactez. Canal 2, c'est déjà et merci beaucoup une télévision pour de la culture. La plateforme. Donc, la culture, ça s'entretient. Donc, il faut vraiment communiquer régulièrement. Et pour ceux qui sont connectés, eboalotine.com. C'est le site internet d'Eboalotine qui est en ligne. Et vivement. Avec les lyrics, la biographie, un certain nombre de choses. Et les extraits audio arrivent. D'accord. Voilà. Et vivement que le différent avec Aladi Touré, qu'on respecte beaucoup, puisse
trouver une solution. On l'espère, mais... D'accord. En tout cas, on va le recevoir certainement pour nous expliquer davantage de quoi il en ressort, parce que chaque problème a toujours une solution. C'est quand même une grande figure qu'on respecte dans le domaine de la musique, et retrouver son nom quand même, ça dérange un peu. Comment faire donc pour vaincre l'oubli? Oui, en tout cas, moi j'ai la chance de participer à une aventure qui s'appelle The Music Club, une association qui a déjà été reçue ici. Et nous, on pense à ce que l'on a appelé la musicothèque patrimoniale, qui est une sorte de musée. Où on peut retrouver les œuvres camerounaises, parce que quand on regarde un peu, aujourd'hui en ligne même, c'est un peu difficile de retrouver les œuvres. Et en dehors de ça, on pense aussi à une cérémonie de récompense, les Cameroonian Music Awards, pour récompenser régulièrement les artistes et placer les légendes dans un Hall of Fame. Vraiment un mot pour terminer. Comment faire donc pour qu'on n'oublie plus nos icônes? Je pense que ça doit être pas des initiatives comme celles qui ont été évoquées ici. Des initiatives soutenues par l'État, bien évidemment. L'État a son rôle à jouer, c'est notamment celui de porter au pinacle ces monuments-là par un ensemble de choses, d'éléments matériels qu'il faut mettre en place. Mais ces initiatives peuvent également être initiées par les familles, et c'est le lieu de dire qu'il faut former les héritiers à gérer leur patrimoine. Oui, oui. Insister dessus, on sort. Effectivement, la formation des héritiers à la gestion du patrimoine de leur ascendant est très importante. D'accord. Et c'est en train d'être fait en ce moment pour le cas de la Pirone Banga. Fils Tchatchoua, filleul de la Pirone Banga, ça a été un plaisir de vous avoir vivement, qu'on puisse célébrer éternellement la Pirone Banga. Lotine Pomé, fils des Bois Lotine, merci d'être venu. Canal 2, c'est votre maison, peu importe. Avec le président directeur général, on soutient la culture, la preuve. Vous êtes sur ce plateau aujourd'hui. Elie Walter Gabi, chroniqueur culturel, expert en propriété littéraire et artistique. Merci d'être venu. Ouadie, que dire? Merci également pour cette opportunité, ingénieur culturel. On aura l'occasion de revenir parce que le directeur général du Canal 2 m'a dit, Lille, pourquoi tu ne prends pas la culture une fois par semaine? Ça permet merci monsieur le directeur général. Ça permet de gérer les problèmes. Le début de l'actu a déjà une émission sportive. On veut le jeudi au moins. On va s'organiser avec la volonté du directeur général et du directeur de l'information. Donc merci à vous d'avoir regardé ce programme. Ce sera en ligne sur nos différentes plateformes. Je vous retrouve demain avec une autre thématique et d'autres invités. Bonsoir. Et...